Bienvenue à Haute-Côte-Nord enracinée. Et pour terminer l'année 2023, notre invitée, Shirley Kennedy. Allô, Shirley? Bonjour! Je suis contente que tu sois là pour terminer l'année parce que, évidemment, tu es une référence depuis des décennies en information en Haute-Côte-Nord. Donc, on va pouvoir discuter de ton parcours ensemble aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Tu te sens prête? Absolument. On y va. Je voulais savoir tout d'abord, dis-moi, tu es native de Portneuf-sur-Mer. Oui. Comment l'information ou les communications, comment ça a débuté cet intérêt-là d'être dans les médias? Je pense que ça a toujours été un intérêt qui était en moi. Dès mon plus jeune âge, j'étais une lectrice assidue, donc j'étais un peu un petit rat de bibliothèque. Ah oui? J'adorais lire, je lisais partout, tout le temps. Je me souviens, ma mère parfois me disputait. Ah oui? Je me cachais pour lire. Donc, c'est la lecture, les communications. Ouais. À un moment donné, on faisait des petits spectacles à l'école. J'étais souvent la présentatrice, etc. Donc, c'est comme ça que m'est venu l'intérêt probablement vers les médias. Et j'avais aussi une aptitude à l'écriture, évidemment, étant donné que je lisais beaucoup. Donc, l'écriture est venue aussi assez rapidement se greffer à ça. Et j'aimais beaucoup écouter, très jeune, les bulletins de nouvelles. OK, ah oui? Oui. C'était un intérêt à quel âge à peu près? Je te dirais vers 10-11 ans. Ah ouais? J'écoutais les bulletins de nouvelles et j'ai toujours admiré là, les reporters internationaux. Là, ça aurait été mon grand rêve. D'aller à l'international. Oui, j'ai un petit côté aventurier. Donc, je vois souvent Anne-Marie Bédard qui est en Israël en ce moment, Céline Galipo, etc. Donc, je les envie énormément. Donc, ça, c'était aussi au fond de toi. Oui. Fait que quand tu es allée du côté de Jonquière pour aller étudier, t'es-tu allée à Jonquière? Oui, j'ai fait ATM. Est-ce que tu savais que tu deviendrais journaliste de presse écrite? Absolument. C'était déjà clair? Oui, j'avais, à l'époque où je suis entrée en ATM, on devait, après la première année, on devait faire le choix entre presse écrite, publicité, radio et télévision. OK. Mais on a touché pendant notre première année à aux quatre disciplines, si tu veux, et c'était déjà c'était déjà décidé que moi, ce serait vraiment vers la presse écrite que je me dirigerais. Et là, en sachant que tu veux devenir journaliste, tu veux faire de la presse écrite, à quel moment tu savais aussi que tu voulais revenir en région, même si tu avais ton côté aventurière? Bien, ça, c'est l'amour qui m'a fait revenir en région. Je veux tout savoir. Tu vas tout savoir. C'est ça. Donc, j'ai connu mon conjoint actuel après ma première année de cégep. Okay. Donc, j'étais très jeune. Parce que j'aurais pu... souvent, ma mère me dit ça, parce que j'avais toujours, au moment d'entrer en ATM à Jonquière, j'avais toujours cette ambition d'aller travailler à l'international. Moi, c'était sky is the limit, là. J'avais beaucoup d'ambition, puis j'avais du guts aussi, je pense. Mais c'est ça, j'ai rencontré mon copain à l'été, après ma première année, et par la suite, on a poursuivi notre relation. Moi, j'étais à distance, lui travaillait, et moi, j'étais à Jonquière. Et finalement, après mes 3 ans, on s'est construit une maison, et je suis tombée enceinte de ma première fille quelques mois plus tard. Fait que c'est comme ça que ça a débuté. Oui, changement de cap complètement. Ben oui, puis le fait d'avoir des ambitions à l'international, mais finalement d'être une référence partout dans la Haute-Côte-Nord, parce que c'est comme ça, moi, je pense qu'on peut décrire ton parcours. C'est gentil, merci. Vraiment. Est-ce que... Comment toi, est-ce que à la base, c'était une déception pour toi ou au contraire, c'était vraiment... tu devenais vraiment une personne qui voulait tout savoir de l'actualité, mais ici? Je suis toujours aussi autant intéressée par l'actualité internationale. Me suis toujours informée. C'est quelque chose qui me fascine énormément. Mais dès lors que j'ai pris la décision de fonder une famille, moi, je suis une fille qui va de l'avant. Donc, les regrets, les remords, c'est
pas vraiment dans mon ADN. Donc, dès que j'ai pris la décision de fonder une famille, ben je me suis dit, je vais me réaliser autrement. Et ça a quand même été long parce que j'ai travaillé juste avant de tomber enceinte et un petit peu pendant. J'ai fait de la radio à CHME. Et par la suite, j'ai complètement arrêté pendant, je te dirais, presque 10 ans, pendant 9 ans, pour élever mes filles, pour être auprès de mes filles, parce que mon conjoint travaillait énormément. Donc, il fallait quelqu'un de stable, il fallait offrir une stabilité aux enfants. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de garderie et de CPE comme il y a aujourd'hui. Donc, j'ai décidé que j'allais me consacrer à l'éducation de mes filles jusqu'à ce que l'amour, la passion du métier, l'envie de me réaliser, parce que là, j'avais été à l'école, j'avais quand même des ambitions, mais j'avais rien fait, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, il fallait que je passe à l'autre étape, là, penser un peu plus à moi et renouer avec le métier, si tu veux. Puis justement, quand tu as renoué, comment ça s'est produit, cette étape-là dans ta vie de commencer, dans un sens, ta carrière que tu t'avais... Sur le tard. Ouais. Que j'avais mis sur pause. C'est ça, que j'avais mis sur la glace. Eh bien, c'était... à l'époque, Nicolas Asselin était journaliste pour le journal Haute-Côte-Nord et il s'en allait faire un stage en Égypte. Donc, il y avait besoin... M. Brisson, à l'époque, c'était Luc, qui était l'éditeur du journal Haute-Côte-Nord, avait besoin de quelqu'un pour remplacer temporairement Nicolas. Je pense que c'était 3 ou 6 mois. OK. Et ils ont publié un appel de candidature. J'ai postulé et j'ai obtenu le poste. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai réintégré un peu, j'ai renoué avec mon métier. Puis, est-ce que tu te souviens de tes premiers articles à ce moment-là? Oui, je me souviens que j'étais hyper nerveuse. Je me souviens. Le premier événement que j'ai couvert, c'était une remise de médailles de jeunes, des jeunes qui s'étaient distingués dans le sport. Et je pense que j'aurais été à une conférence de presse d'un premier ministre, j'aurais pas été plus nerveuse. Ça n'avait pas de bon sens. Il y a encore des gens qui étaient là qui m'en parlent. C'est vrai? Crois-tu? Comment ça? Parce que j'étais très nerveuse. J'avais peur de ne pas rentrer. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, mais à un moment donné, c'est comme du vélo. Là, tu sais, ça revient, ouais. Mais ça faisait quand même plusieurs années que je n'avais pas écrit, que je n'avais pas rendu un article. Ouais. Donc, je me souviens très bien de cette soirée-là. Puis une fois comment le 3 à 6 mois s'est transformé en autant d'années par la suite? Ça a bien été. C'était... quand même de l'apprentissage pour moi parce que fallait également placer les textes dans une espèce de maquette c'était des feuilles 8,5 onces sur lesquelles celle qui était responsable de la maquette dessinait les publicités qui étaient vendues. Puis là, moi, il fallait que j'essaye de rentrer les textes là-dedans. Monsieur Brisson était un mentor fabuleux, extraordinaire. Monsieur Brisson, c'était pas le genre de personne à être au-dessus de ton épaule tout le temps. Il me faisait confiance, il me disait, tu vas être capable, j'ai confiance en toi. Il était extrêmement disponible et il m'a laissé aller là-dedans. Lui, il n'était pas nerveux, c'était pas quelqu'un qui était très nerveux. Donc, je pense que c'est vraiment grâce à lui. Que j'ai réussi à faire mon chemin, à prendre de l'assurance, à faire mon chemin. Monsieur Brisson est un homme qui est connu partout. Donc, j'avais des entrées partout. Et s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, il s'en occupait et puis tout allait très bien. Il m'a vraiment pris sous son aile. Je lui en dois beaucoup. La liberté qui était offerte en même temps avec le soutien, c'est ça qui a fait en sorte que la carrière a pu... J'ai pu me déployer, j'ai fait des erreurs, là, j'ai fait des bourdes, je me souviens, mais tu sais, t'es là pour apprendre, c'est pas grave, on se reprend, la prochaine fois tu pourras faire ça comme ci, comme ça, donc c'était un boss génial. Ah oui, c'est une personne très, très marquante dans ton parcours, là, évidemment. Oh, absolument. C'est la personne marquante dans mon parcours. Toujours. Il est toujours dans mon cœur, oui. Puis ça fait combien d'années, ce premier jour-là, jusqu'à aujourd'hui? Attends un petit peu. J'essaie de me souvenir. C'était ma première journée de travail, c'était un 11 juillet, je me souviens. Okay. Et ça va faire 21 ans. Okay. Ça veut dire que ça... prochain. Oui, c'est ça. OK, donc 20 ans déjà. Oui.
Puis dans ces vingtaines d'années-là, qu'est-ce qui t'a... Bien, évidemment, ce serait difficile de choisir qu'est-ce qui a été le plus marquant, mais c'est quoi les souvenirs les plus marquants là, qui te viennent à l'esprit dans ta carrière de journaliste en Haute-Côte-Nord? Les souvenirs les plus marquants. Dans ce que tu as couvert ou dans un moment qui a été très, très significatif aussi. Dans ce que j'ai couvert, il y a eu, quand je suis arrivée, je me souviens, il y avait des problèmes avec les services incendie. Ça, je me souviens, ça a été avant que le service incendie de Forestville soit créé. Il y avait peut-être des petites guerres de clochers. Ça a été, ça, c'était quelque chose que j'ai couvert, aller aux autres conseils municipaux, constater qu'il y avait parfois une certaine, malgré qu'on soit une région quand même, on est des petits villages assez collés, c'était de constater avec stupeur, avec étonnement peut-être, qu'il y avait tellement un clash entre certaines localités et d'autres sur façon de penser, etc., qui étaient différentes. Et je me disais, mon Dieu, à un moment donné, on ne pourra pas toujours penser comme ça. Il faudra essayer de se réunir pour être plus fort. Ça, j'ai trouvé ça assez marquant quand je suis entrée. Je te dirais qu'au fil des années, j'ai vu l'évolution. J'ai vu qu'à un moment donné, les élus en place se sont dit, bien, si on veut être écouté des autres instances, si on veut avoir du poids, va falloir qu'on s'unisse. Et donc, ça, j'ai pu constater ça au fil des années. Oui. Puis ça, c'était en même temps de pouvoir couvrir tout ce territoire-là, de Tadoussac-Sacré-Cœur jusqu'à Colombier, puis de pouvoir aller parler à tout le monde et que tout le monde entende parler de tout le monde. J'imagine qu'il y a eu une petite évolution qui a pu contribuer à ça. Oui, probablement. Et je peux te dire que c'est particulier. Tu sais, je vais discuter avec des gens, puis je pense que je connais tellement les gens, j'ai tellement appris avec chacun, avec chaque résident des localités, que je suis capable de dire, ah, cette personne-là habite au Bergeron. Ah, celui-là, c'est un monsieur de Sacré-Cœur. On a chacun, puis il n'y a pas de mauvais commentaires là-dedans, pas de commentaires péjoratifs, mais on a chacun nos petites particularités. Ça, c'est ce qui fait l'unicité là, des gens, tu sais. Je te dirais, regarde, les Bergeronnes, ce sont des gens qui sont peut-être un petit peu plus cultivés, ils ont eu des enseignants de musique, qui ont eu, tu sais, ça a été... leur histoire, toi, tu la sens même. Oui, bien, dans le temps, ils ont eu des gens très hautement politisés, qui ont occupé les hautes sphères politiques. Donc, il y a eu... puis, il y avait une école, un collège, un pensionnat à Bergeronne. Donc, il y avait les religieuses qui étaient là et qui enseignaient la musique et qui enseignaient le chant. Donc, tu vois tout cet héritage-là, tu le vois, tu le constates encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Même dans leur évolution, puis le fait d'être encore plus unis, on sent encore les particularités et les forces de chacune des municipalités. Là. Absolument, absolument. Et ce qui a été, je pense, ce qui m'a le plus... occupé pendant peut-être mes premières années. Je ne sais pas si tu te souviens, M. Raphaël Picard, qui était chef de Pessamite, qui avait bloqué la route 138, qui voulait des droits. Et puis là, les maires, je me souviens, les maires des localités disaient « ça n'a pas de bon sens, il ne peut pas tout avoir ». Puis je me souviens, j'avais placé en une M. Jean-Marie Delaunay, qui était maire de Portneuf et qui était préfet à l'époque. Et M. Delaunay avait dit « mais ça n'a toujours bien pas de bon sens. Il est sur le bord de nous faire enlever il va nous enlever nos pantalons. Tu sais, il va nous déculotter. » C'est ça qu'il voulait dire. Là. Je me souviens, M. Delaunay était quelqu'un qui n'avait pas la langue de bois. Il ne parlait pas des deux côtés de la bouche. Donc, c'était vraiment très intéressant, toujours intéressant de parler avec lui. Et ça a été aussi un grand leader de la MRC pendant plusieurs années. Oui. Donc, d'avoir été témoin de ça, j'imagine qu'aujourd'hui, est-ce que tu le vois comme un privilège? Absolument. Absolument. J'ai été aux premières loges pendant, on va dire 15 ans, ça fait peut-être 4-5 ans que je suis moins présente sur la couverture, malgré que je suis ça toujours très assidûment. Mais je vais te dire que j'ai été aux premières loges pendant une quinzaine d'années, certainement. Et je me souviens quand M. Delaunay a décidé de prendre sa retraite, je ne sais pas quel âge qu'il avait, 80, en tout cas, on avait fait une petite fête à Portneuf avec sa famille, avec son épouse. Et on avait demandé aux gens de venir parler au micro et de parler
de sa carrière et tout ça. Puis moi, j'avais dit, moi, M. Delaunay, quand j'ai commencé comme journaliste, il y a 20 ans, c'était lui qui était préfet de la MRC. Donc, j'allais aux réunions et je me disais, mon Dieu, je suis quand même fière. Il nous représentait bien. Et j'avais dit à son épouse, vous pouvez être fière de votre homme. C'est un homme droit, c'est un homme intègre. Et vraiment, là, c'était vraiment une chance pour moi de voir tout ça. On va poursuivre les anecdotes après la pause. Shirley, merci, puis reste avec nous, ça sera pas long. De retour à Haute-Côte-Nord, enracinée. De retour en Haute-Côte-Nord, enracinée, notre invitée, Shirley Kennedy, une référence journalistique de l'information. Elle nous raconte plein d'anecdotes depuis tantôt, puis on va poursuivre ça ensemble. C'est des souvenirs qui, aujourd'hui, quand tu regardes ça avec rétrospection, ces vingtaines d'années-là, est-ce que tu as l'impression que, tu sais, même si c'est une petite partie d'une région qui est plus éloignée, la Côte-Nord, qui est souvent moins connue, il s'en est passé des choses vraiment marquantes quand même ici chez nous? Il s'en est passé des choses. Je te dirais que quand je regarde dans mon rétroviseur, je me dis « what a ride ». Tu sais, oui. Et j'avais déjà dit dans une entrevue précédente, il y a quelques années, comment j'étais fière d'être nord-côtière et comment les nord-côtiers sont des battants. On est tellement loin du pouvoir, on a tellement de la difficulté à se faire respecter, à se faire entendre. Moi, j'ai une admiration sans borne pour les élus, pour les gens qui sont en politique. C'est extrêmement difficile. Je vois aller M. Montigny, tu sais, il est au pouvoir, il est député de la CAQ, mais pas facile, là. C'est pas facile, tu sais. Les décisions se prennent souvent à Montréal et on a l'impression qu'on doit être plus résilient et qu'on doit crier plus fort que les autres pour se faire entendre. Et moi, au cours de ma carrière, j'ai rencontré des gens de la classe politique, de la classe sociale et j'ai toujours été étonnée par leur combativité. On est des travaillants, on est des bûcheurs. On l'a pas connu facile. Ça n'a pas été facile, la Côte-Nord, et on lâche pas. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a encore des gens de ta génération qui sont maintenant aux barricades et qui continuent. Et c'est important, ça. C'est vraiment important. Puis il faut dire aussi que en région et même partout au Québec, la référence journalistique de presse écrite, elle est encore très, très importante. Les gens se tournent vers les journalistes de presse écrite. Les gens de la Haute-Côte-Nord, plusieurs se sont vraiment, évidemment, tournés vers toi. À quel moment dans ta carrière tu as compris que tu avais maintenant la confiance du public, du lecteur? À quel moment? Je pense que ça a pris quand même, je te dirais, 6-7 ans. Peut-être aussi avant aussi de maîtriser tous les dossiers, parce que je me souviens, la première séance de la MRC que j'ai couverte après que Nicolas soit parti, je comprenais rien, là. Parce que les élus traitent... Des fois, ça peut durer 2 ans, 3 ans, un dossier, là. Oui, c'est ça. Donc, c'était un fouillis total pour moi dans ma tête, là. Mais à un moment donné, à force d'y aller, parce qu'il ne faut pas que tu en manques une, et à un moment donné, tu ne veux plus en manquer une aussi, parce que c'est là que ça se passe, puis parce que c'est là que tu es capable, des fois, de... Tu es toujours journaliste dans le fond de toi-même. Donc, des fois, là, il y a quelque chose qui n'a pas fait. Là. Le maire de Tadoussac, là, il n'est pas content. Puis là, c'est là que tu vois un petit peu le clivage entre l'Est et l'Ouest. C'est là que tu vois qu'il y en a qui essayent bien d'uniformiser. C'est pas facile pour tout le monde. Mais je pense que c'est quand, à un moment donné, on me disait, bon, ben là, Shirley, là, on va faire une conférence de presse. Est-ce que tu vas être là? Oui, on me demandait si j'allais être présente, si j'allais être disponible avant de céduler la conférence de presse. Parce que, aussi, j'ai été seule à la barre pendant de nombreuses années. Donc, j'étais seule qui écrivais, je mettais tout ça en page. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et des fois, je disais, ben, tu sais, quand il faut que tu ailles à Tadoussac, là, je veux dire, Tadoussac fait partie intégrante de la Haute-Côte-Nord, mais tu es basé à Forestville, tu vas aller couvrir un événement à Tadoussac, tu perds minimum une demi-journée. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut mettre en perspective pour les lecteurs. Là. Absolument. Puis être en deadline, c'est une pression qui devient, à un moment donné,
très difficile à gérer. À un moment donné, quand tu prends de l'âge, là, vivre tout le temps la pression du deadline, c'est extrêmement difficile pour une personne. Oui. Mais quand même, on prenait le temps de te demander de s'assurer que tu y étais Oui. pour pouvoir livrer Oui. les nouvelles. Est-ce que tu as senti aussi à certains moments dans ces 20 années-là toute l'humanité derrière les nouvelles, les gens qui prenaient le temps de t'appeler pour leur raconter leur histoire? Absolument. Oui. Absolument. Ce côté-là, comment toi tu l'as vécu? Bien, j'ai vécu ça comme une marque de respect, comme une marque de confiance envers moi, envers la journaliste, mais aussi envers la personne, envers l'humaine qui est derrière la journaliste. Ça, j'ai trouvé ça très, très gratifiant, en fait, oui. Même s'il y a des choses que je n'ai pas pu raconter, je pourrais dire que j'ai entendu toutes sortes d'histoires que je n'ai pas pu raconter, évidemment, mais c'est sûr que c'est gratifiant quand même. Et les gens se tournaient, si tu permets, Anne-Sophie, les gens se tournaient vers moi parce que, faut se le dire, la Haute-Côte-Nord a toujours été extrêmement mal servie par le diffuseur public, Radio-Canada. Tu sais, je veux dire, ils vont venir à Forestville, ils vont venir aux Escoumins, ça va prendre quelque chose de big. Oui, c'est ça. Tu sais, TVA, même chose. La radio de Radio-Canada, là, il n'y a pas si longtemps, on ne donnait même pas la météo de la Haute-Côte-Nord. Pourtant, on est censé être couvert par cette radio-là. Là. Oui. C'est inconcevable. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi le Bas-Saint-Laurent est aussi couvert et pourquoi la Haute-Côte-Nord qui est en face, c'est comme si on n'existait pas. Finalement, c'est comme si on n'existait pas. Donc, c'est très dommage. Donc, les gens de la Haute-Côte se tournaient vers le média principal, si on veut, qui était vraiment sur place, qui était là lors des événements. Parce que c'est ça, les médias nationaux, régionaux viennent quand c'est big. Sinon, ben c'est Anne-Sophie qui est là, puis c'est Joanie, puis c'est le jeune homme de Maxime de CHME. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Il y en a plusieurs parce qu'à l'époque, il y a eu une époque où tu étais seule J'étais seule. À avoir toute l'information de la Haute-Côte-Nord sur tes épaules. Absolument. Fait que ça aussi, ça a été une pression, j'imagine. Oui, absolument. Puis à un certain moment dans ta carrière, tu as décidé de laisser la plume de côté pour devenir éditrice. Oui. Ça fait combien d'années de ça? Ça fait 5 ans. Okay. Je te dirais à peu près que je suis éditrice. Puis pour une fin de carrière, parce que est-ce que la retraite te titille un petit peu? Un petit peu. Oui? Oui, un petit peu, je dois l'avouer. Il y a des journées, je suis fatiguée un petit peu. Et la relève est là, de toute façon. Ouais. J'ai le goût peut-être un peu plus de voyager, de profiter de ma famille. Je suis grand-maman maintenant. Ouais. Donc, c'est sûr que ça commence à m'envahir, si tu veux, mais je veux bien faire les choses. Donc, je veux mentalement être bien préparée. Je veux pas regretter là, le lendemain. Tu sais, je veux être prête. Ouais. Donc, j'ai déjà commencé ce processus-là. Okay. Je sais pas quand est-ce que ça va vraiment se concrétiser. Oui. Je laisse aller. Je suis une fille qui est assez instinctive de nature. Mm-hmm. Donc, je pense que quand ça va être le bon moment, je vais le sentir que c'est le bon moment. Oui. Oui. Puis le fait d'être maintenant éditrice, en quoi ton travail est différent aujourd'hui, mais toujours pour la même entreprise, là, les éditions nordiques, mais qu'est-ce que ça fait d'être autant sur le terrain, puis finalement, après, d'avoir d'autres responsabilités? Bien, je pense que c'était une évolution qui s'est faite naturellement. Je pense que j'étais rendue là. Oui. Donc, l'éditeur, ce qu'il fait, c'est qu'il est responsable de l'entièreté du produit. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est dit, les lettres ouvertes, etc., ça doit passer par l'éditeur. Et bien entendu, je m'occupe du contenu publicitaire aussi. Oui. Parce qu'il faut que nos entreprises, les entrepreneurs soient conscients de l'importance du journal dans la communauté. C'est pas seulement le fait de prendre une publicité pour prendre une publicité. Il y a aussi un autre côté que j'essaie de développer et que je discute avec eux. Ouais. L'importance du seul média, si on veut, régional. Oui. Donc, on est un peu une voix aussi pour ces gens-là. Oui, de mettre en lumière leur entreprise. Absolument. Donc, évidemment, d'avoir été autant en confiance de la population pendant des années, puis là, maintenant, de se tourner vers les entreprises, j'imagine qu'il y avait quelque chose aussi, une complicité était déjà présente aussi, là. Oui, absolument.
Il y en a encore qui font pas trop la différence, mais ça, c'est pas grave. Ouais. Mais non, je pense que les gens me connaissent quand même assez bien depuis toutes ces années. Et on est dans des petits milieux aussi, donc c'est plus facile, mais parfois, c'est difficile aussi d'être dans des petits milieux. Puis les prochains projets pour toi, si tranquillement, évidemment, là, on a parlé de peut-être la retraite, mais qu'est-ce que tu aimerais réaliser aussi au courant des prochaines années? Je veux me mettre à l'écriture, je veux écrire. OK. Ça, c'est un projet que j'ai toujours eu en moi et je le sais dans le fond de moi que je vais le faire. Je sais que je vais le faire. J'ai déjà des petites notes décrites, j'ai déjà des sujets dont j'aimerais aborder, l'histoire de ma famille, entre autres. OK. Parce que moi, je suis de nationalité irlandaise, mais je suis également autochtone. Oui. Donc, toute cette façon que mon grand-père irlandais, comment il est arrivé sur la Côte-Nord, etc. Et on est une grande famille, donc, mon Dieu, il y a tellement d'histoires que je pourrais raconter. Ce sera probablement romancé, OK. mais c'est certain que ça va être... ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Puis c'est un projet que tu as en tête depuis déjà un bon moment? Oui. Wow! Donc, l'écriture d'un livre romancé, Oui. De cette façon-là, ça te permet aussi de continuer de garder ce lien fort, ta passion puis ton amour pour l'écriture. Absolument, absolument. Mais je pense que je ne pourrai jamais arrêter complètement, là. Ouais. Donc, peut-être que ce sera, je ne sais pas, moi, des interventions à la radio. J'aime beaucoup les analyses politiques. Ça, j'aime bien ça. Je les écoute toutes. Donc, je ne sais pas. Je vais laisser aller les choses. Mais simplement, peut-être ralentir et aller plus à mon rythme. Ça, ce serait déjà très bien. Donc, déjà, ça va être un projet qui va te garder, évidemment, encore en lien avec ton métier. Puis sinon, bien, sur le plan personnel, j'imagine que la grand-maman veut passer aussi beaucoup de temps avec ses petits-enfants. Oui, malgré que je sois extrêmement privilégiée. Je croyais que mes 2 filles sont parties étudier à Québec. Je croyais jamais qu'elles allaient revenir toutes les deux. Mon aînée, elle, voulait demeurer en ville, mais tu vois, elle aussi, c'est l'amour qui l'a ramenée sur la Côte-Nord. Donc, au moins, j'ai la chance d'avoir mes 2 filles près de moi, mes petits-enfants, dont j'en profite. Moi et ma cadette, on aime beaucoup voyager. On a vraiment une passion, toutes les deux, pour les voyages. Et je pense qu'on fait un bon duo en voyage. Donc, c'est certain du moment que je vais ralentir, on a déjà plein de destinations sur la table. Ça, c'est un de mes grands plaisirs, aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, la culture. Ça m'habite. Ça, j'adore aussi. Puis j'imagine aussi que cette ouverture-là puis cette curiosité-là fait en sorte que ça te permet d'être encore une meilleure journaliste. Puis encore, probablement, oui, ça probablement. Et ça va alimenter aussi probablement l'écriture que j'aurai ultimement plus tard, oui. Pour ton projet. Oui. Shirley, je te souhaite des belles fêtes. Profites-en. Merci de nous avoir parlé de ton histoire, ton parcours. Assurément, c'est très inspirant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Nord-Côtiers, de la Haute-Côte-Nord qui t'en doit beaucoup d'avoir été autant informé puis d'avoir pris cette Haute-Côte-Nord-là à cœur pour justement sentir qu'elle existe. Merci à toi, ce fut un plaisir. Puis bonne année 2024. Toi aussi. Merci.